Mais t'es pas trop mignon, toi? Et toi aussi? Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux? Mais oui, regardez ces bouilles là. Ah, il pose pour vous celui-là, vous avez vu? Eh bien bonjour à tous, nous sommes heureuses de vous retrouver dans la Sarthe en compagnie de ces superbes chiens. Aujourd'hui, les Canets Corso sont à l'honneur, mais pas seulement, puisque nous aurons également le plaisir de découvrir les bulldogs français. Nous continuerons nos découvertes animalières auprès d'animaux insolites tels que le tatou et le quinquinjou. Et nous aurons la chance de rencontrer Mylène Demangeot, comédienne et passionnée d'animaux. Allez, la suite du programme dans notre sommaire. Regardez, là, tu fais du câlin. Sandrine se rendra à Aspet, au Spécifique Zoo, pour faire la rencontre de petits dingos et d'autres animaux étranges comme le quincajou ou encore le tatou. Nous, on a 3 espèces différentes de tatou. Donc on a le tatou à 3 bandes, à 6 bandes et le tatou velu. Exactement. Élodie ira en Mayenne rendre une petite visite à Mylène Demangeot, actrice et amoureuse depuis toujours des animaux. Qu'est-ce qui vous apporte? La sérénité. Je peux passer des heures à les observer. Ils sont d'une élégance, d'une grâce. Ça me fait un plaisir fou. Découvrez dans nos reportages 2 expositions. Sa pince, grâce à laquelle les crustacés n'auront plus aucun secret pour vous, et Bête de sexe, pour tout savoir sur la sexualité des animaux. C'est donc à Torré-les-Pins, chez Céline, qu'Élodie est toujours en compagnie des Canets Corso. Ces molosses d'origine italienne sont de vrais athlètes, ils débordent d'énergie et pour entretenir leur musculature et les défouler, Elvis va nous faire une petite démonstration de mordant. T'es prêt? Allez viens, on y va. Attaque, attaque! Là, relâche! C'est bien, Elvis! Au pied! Bah alors, Elvis? Bah oui! T'as bien fait le mordant! C'est important alors de le stimuler à faire du mordant? Bah, nous, on aime beaucoup les travailler et puis ça lui permet aussi de se défouler tout en faisant du jeu. Il n'y a rien d'agressif, donc c'est vraiment très agréable pour lui. Oui, parce qu'on voit au départ, il est juste en train de regarder l'homme d'attaque. Il grogne pas, il aboie pas. Juste, il se dit, bon, bah, je vais aller jouer un petit peu avec l'homme d'attaque. Il a envie d'aller mordiller la toile. C'est ça, je vais aller mordiller un petit peu. Et puis après, je vais arrêter, parce que c'est important qu'il s'arrête aussi quand vous lui demandez. Il faut qu'il y ait une maîtrise là-dessus. Bien sûr. Parce qu'il y a quand même l'acte de mordre. Oui. Donc il faut que je puisse maîtriser le fait qu'il arrête. Beaucoup de personnes pensent justement, vu que c'est un molosse, c'est dangereux de le faire mordre. Oui. Parce qu'il y a cette image du chien dangereux. Et du fait que justement, on montre qu'il morde et qu'il sait s'arrêter. Et après, à côté de ça, on le voit, il est calme. Ah ouais, il n'a plus aucune envie de mordre. Il est vraiment... tout ce qu'il veut, là, c'est des câlins, qu'on s'occupe de lui. Pourquoi vous avez choisi le Canet Corso comme race de prédilection? En fait, je suis tombée amoureuse. Je gardais des enfants, ils avaient un Canet Corso, j'en ai eu un. Et le caractère, du fait que ce soit un chien très bon gardien, mais très bon chien de famille, c'est quelque chose pour moi qui était très agréable. Et je ne suis pas du tout petit chien. Donc c'est vraiment le caractère, j'ai envie de dire petit chien à son maître quand il est avec nous. Mais dans le format grand molosse, qui en plus de ça est très dissuasif au niveau de la garde. Alors c'est un chien aussi qui est un petit peu craintif lorsqu'il ne connaît pas des personnes. C'est un chien qui reste méfiant. Il doit être méfiant. C'est pas un chien qui doit aller au-delà des gens. Donc il reste méfiant et une fois qu'il connaît les gens, il va vers eux. Voilà. Il va vers eux et il s'installe. Mais alors sa méfiance fait du molosse qui va plutôt reculer, qui va être en retrait plutôt que d'être agressif. Voilà. C'est un chien qui est très musclé, qui a besoin de faire beaucoup d'activités. Qu'est-ce que vous proposez à part le mordant? Nous, on travaille beaucoup le mordant et le canicross. Le canicross, on va courir, c'est ça? On court, c'est ça. On y va ou pas? On va essayer? Moi, j'aimerais bien essayer. Ah bon? Alors, à tout de suite. Alors, Zolfo! Ah, j'ai perdu ma culotte! Regardez, il y a des chevaux! Alors, et moi je me fatigue et regardez ce qu'ils font. Ça va, vous êtes bien? Ils sont à la cool. Et c'est maintenant à Aspet que Sandrine va rendre visite à des chiens sauvages, les dingos. Récemment, des petits ont pointé le bout de leur nez. Alors avec Jean-François, le vétérinaire du parc, et Emmanuel, nous allons les pucer et les vacciner. Mais tout d'abord, il faut les attraper. Et ça, c'est pas facile, Celui-là, à mon avis, ça va être un bon chef quand il va être adulte. Celui-là, il a l'air d'être aussi un peu plus... Oh là là! Il se laisse pas faire. Alors Jean-François, Voilà, je vais peut-être me mettre de l'autre côté, moi. Vous allez...
les tenir un peu si vous Je tiens voulez. là Ouais, derrière. Prenez-le peut-être par la peau du cou. Par la peau du cou, Voilà. comme ça. Voilà, il faut un peu de peau ici pour mettre la puce. Voilà. Ils sont gentils, hein, vraiment. Oh, là, il dit rien du tout, hein. Voilà. Tout se passe On bien. va vérifier que la puce est bien active. Donc puce électronique, hein. Qu'est-ce que ça nous donne? Et ben, ça nous donne un numéro à plusieurs chiffres qui permet après de tracer l'animal au cours de sa vie. S'il y a un échange avec un autre zoo, on peut Savoir d'où il vient. On peut savoir d'où il vient, voilà, etc. C'est tout son historique. Hein. On va le vacciner contre la maladie de Carré, l'hépatite et la parvovirose. Et ben voilà. C'est génial ça. Regardez comme il est sage, il a rien dit du tout. Merci Jean-François. Alors Emmanuel, ces animaux, ils sont très très sauvages, hein, parce qu'on pense que c'est un chien comme on pourrait avoir à la maison, mais pas du tout. Alors c'est un chien sauvage australien, mais il faut savoir qu'à l'origine c'était un chien domestique qui a été amené par des peuples d'Asie en Australie. Et ce sont des chiens qui sont retournés à l'état sauvage. Et c'est pas du tout conseillé d'avoir un dingo à la maison. Pourquoi? Parce qu'il pourrait tout détruire? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont cet instinct sauvage qui est difficile à maîtriser. Il y a le célèbre éthologiste Konrad Lorenz qui a étudié les oies sauvages, qui avait fait l'expérience dans les années 50. Il avait récupéré un petit dingo. Et le gros problème, c'est qu'ils ont un instinct de chasse tellement prononcé qu'il n'a jamais réussi à l'éduquer. Et dès que le dingo pouvait se sauver, il allait tuer les moutons, les oies, etc. Donc effectivement, c'est pas facile à maîtriser. Et ce sont des chasseurs redoutables. Ils ont été observés dans la nature à poursuivre leur proie sur parfois plus de 100 km. Wow. C'est des coureurs de fond. Mais alors, quelle est leur proie? Alors leur proie, bien sûr, c'était les kangourous. Ah oui, en Australie. Les kangourous, les émeus aussi. Donc un kangourou, un émeu, c'est costaud, c'est puissant, c'est capable de se défendre. Et justement, le fait d'être à plusieurs, ça leur permet d'attaquer des proies assez costauds. Et puis, depuis que les hommes blancs sont arrivés, les colons d'origine anglaise en Australie, ça peut être les moutons. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ils sont vraiment trop choux. Moi, j'adore. Hein. J'aimerais bien qu'un adulte vienne, mais non. Bon, allez, je vous laisse les petits. Oui, oh là là, ils souffrent, ils sont pas contents. On les laisse tranquilles. Avant de retrouver Sandrine avec les Kinkajou, allons voir du côté d'Élodie qui se trouve aux côtés des bulldogs français. Petit molossoïde, ce chien a conquis plus d'une personne. C'est certainement grâce à son faciès et à sa gaieté. Quoique là, ils sont tellement petits qu'on ne les voit pas trop, hein, Céline. Là, ils font 1 kg en plus en moyenne. Ils ont quel âge? Ils ont 1 mois et 1 semaine. Alors, si on a les bébés là avec nous, c'est parce qu'en fait, vous leur prodiguez des soins. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'en fait, la maman peut pas lécher les bébés correctement. En fait, elle les lave, mais du fait que c'est des chiens qui ont les yeux très ronds et globuleux et la face très courte, on lave tous les jours l'œil et cette partie-ci avec une compresse et du sérum physiologique. Et après, on rince l'intérieur de l'oreille, parce que comme on le voit ici, elles ont tendance à être repliées. Oui. Donc ça peut créer des petites otites. On va vous faire des petits soins, puis vous avez l'habitude maintenant. Alors comment vous faites? Parce que c'est des bons conseils, ça, pour chez nous, si on veut faire la même chose. Alors en fait, je les prends bien déjà comme ça évite qu'ils bougent et qu'ils glissent. D'accord. Je les coince les 2 pattes avant entre mes doigts. Et après, je frotte de l'intérieur vers l'extérieur pour tout pousser. Et donc chaque œil a une compresse? Chaque œil, en fait, je prends comme ça et je chaque retourne. coin. C'est bien ça. Et après, on fait... Bon, à cet âge-là, c'est pas encore trop typé comme les parents, donc il y a moins de poussière qui se cale au niveau du chanfrein. Mais on le fait quand même. Et des petites oreilles après? Je fais juste un petit passage comme ça, je vais pas trop loin, parce qu'ils sont vraiment très petits, et on voit, il y a toujours un petit peu de résidu. Un petit peu, effectivement. Comment vous avez fait? Comme ça? Voilà, caler dans les doigts, et après de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, comme ça. C'est toute une technique. Et voilà, tout propre. Il est tout propre, petit. Ils ont un faciès qui est assez rigolo et ils sont gais aussi, ces chiens. C'est vraiment des chiens très joyeux. On dirait qu'ils sourient. Tout le temps. C'est ça, hein? Tout le temps. Et puis c'est des chiens qui sont, je dirais pas qu'ils sont sportifs, mais qui aiment bien jouer quand même. C'est pas un chien qui va faire beaucoup d'efforts du fait de sa face plate, parce qu'il va vraiment vite s'essouffler. Il s'essouffle vite, oui. C'est un chien qui ronfle beaucoup, donc qui ne supporte pas la chaleur ni l'exercice physique, mais à côté de ça, c'est quand même un chien qui est très très joueur. Et très proche de son maître. Bon bah Céline, avant qu'ils prennent froid, on va aller la remettre avec leur maman. Mais juste avant, je propose de découvrir notre reportage. Les crustacés sont omniprésents dans nos océans et nos fleuves. Qu'ils soient petits ou plus gros, ils occupent une place importante dans la chaîne alimentaire et l'Aquarium de Paris nous les fait découvrir le temps d'une exposition. Regarde. Si petits soient-ils pour la plupart, il ne faut pas pour autant les négliger. Les crustacés jouent un rôle important dans le maintien de notre écosystème. Le but de cette exposition, c'est de montrer leur diversité déjà, ce qu'on trouve sur nos côtes et aussi un petit peu ailleurs.
et de montrer justement que ce sont des animaux très importants pour le système écologique parce que ce sont finalement des nettoyeurs, puisqu'ils mangent beaucoup d'animaux morts ou d'herbes mortes, donc on dit que ce sont des détritivores, et ils ont un rôle écologique important. Donc c'était important de les mettre en avant à travers une exposition, justement pour montrer que ce sont des animaux qui sont pas seulement de la nourriture, qui contribuent à la bonne marche justement des systèmes écologiques. Nous ne connaissons pas tout sur les crustacés, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un rôle majeur dans la propreté de nos fleuves et océans. Comme ces animaux-là sont petits, vivent au sol, en fait, ils vont récupérer les restes d'autres animaux. S'ils n'étaient pas là, justement, il y aurait énormément de cadavres qui traîneraient au fond. Et donc ils ont cette faculté à aller tout le temps se nourrir la nuit. Mais on remarque qu'à chaque endroit où il y a des crustacés, le recyclage justement des déchets, enfin du moins et des corps morts, se fait beaucoup plus facilement quand on a des grosses populations. Si à l'Aquarium de Paris vous pouvez découvrir une quarantaine d'espèces, à l'échelle mondiale, elles se comptent en milliers. On a beaucoup de familles différentes, on a beaucoup d'aspects différents, beaucoup de tailles différentes aussi. Il y a des crabes qui mesurent moins d'1 centimètre, et puis il y a le crabe géant par exemple qui peut mesurer plus de 2 mètres d'envergure, crabe géant du Japon. Donc il y a un peu de tout, il y a une diversité par endroit, c'est-à-dire que chaque crustacé a sa répartition géographique. Donc il y a énormément d'espèces, et il y en a surtout énormément qu'on découvre encore. Tous les scientifiques se penchent vraiment dessus pour déterminer de nouvelles espèces. Dans la chaîne alimentaire, même les plus petits animaux constituent un maillon fort. Si ces éboueurs des océans et des mers devaient être amenés à disparaître, les conséquences seraient dramatiques pour la biodiversité. Protéger notre environnement est donc indéniablement la conduite à adopter. Sandrine s'apprête à faire la rencontre d'un animal très curieux. Effectivement, je me trouve dans l'enclos des quincajous, petits mammifères qui attisent la curiosité. Alors dites-nous, ils sont étranges, hein? Oui, c'est vrai que ce sont des animaux très particuliers, les quincajous, à plus d'un titre, parce qu'à première vue, ça ressemble un peu à un singe. C'est ça? Mais ce n'est pas un singe. Non. Non, c'est un petit carnivore et qui est plutôt apparenté au raton laveur. Ah oui, d'accord, rien à voir alors. Rien à voir. Ils s'accrochent dans les arbres comme les singes quand même. Alors effectivement, ils ont le même mode de vie que beaucoup de singes. Ils sont vraiment arboricoles, adaptés à la vie dans les arbres. Celui qui s'approche de vous d'ailleurs... Mais salut toi. Ah il vient me voir. Oui, mange pas le doigt, faut pas qu'il lèche parce le doigt. il peut mordre. Oui, mais s'il y a une odeur de banane, il peut peut-être goûter, se dire... d'accord. Essayez de lui représenter une petite banane, éventuellement. T'es sympa voilà. toi. Tu viens me voir. Les cheveux couleur miel, il peut peut-être y goûter. Alors voilà, parce que ce sont des carnivores, mais ils adorent les fruits. Ils adorent les fruits et les Anglais les appellent honey bear, c'est-à-dire ours à miel, parce qu'ils adorent le miel. Ils ont d'ailleurs une langue assez longue qui leur permet d'aller lécher le miel dans les ruches. Ils ont un flair très développé. Oui, ils ont un bon odorat, effectivement, ils vont pouvoir repérer le miel à l'odorat. Mais il faut aussi reconnaître que ce sont des animaux qui sont peu étudiés, donc on sait relativement peu de choses sur leur mode de vie dans la nature, parce qu'ils sont très très difficiles à observer. Donc on a de la chance de les voir ici. Voilà, alors en captivité, c'est aussi une espèce qui est peu présentée, puisqu'il n'y a pas beaucoup de parcs zoologiques qui ont des nocturamas, parce que comme ils sont strictement nocturnes, s'ils ne sont pas présentés en cycle inversé comme chez nous, on les voit en train de dormir. Le fait de les avoir en captivité, ça permet aussi de mieux étudier leur comportement, d'en savoir un petit peu plus sur leur mode de vie. Mais alors, ils vivent où exactement? Alors, on les rencontre en Amérique du Sud, dans les forêts tropicales, ce qu'on appelle la canopée, c'est-à-dire les strates supérieures des forêts tropicales. Effectivement, dans la nature, on les voit quasiment jamais, parce qu'ils se déplacent la nuit et très haut dans les arbres, donc c'est quand même un animal qu'on observe rarement. Oui. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils ont un doigt qui est plus long à l'arrière. Oui, un orteil, ça leur permet effectivement une meilleure préhension. Et aussi cette queue très préhensile qui leur permet de se suspendre par la queue. Donc ça, c'est vraiment des adaptations à la vie dans les arbres. Voilà. Bon, super. Bon, on va les laisser tranquilles, là. J'ai l'impression que c'est l'heure de dormir. Ben oui, parce qu'avec les éclairages, ça leur donne envie de dormir. Oui, c'est ça. Alors, chut, on part. Laissons Sandrine et retrouvons Élodie à Châtelain qui arrive chez l'actrice Mylène Demongeot. Elle a joué dans de nombreux films, notamment dans Fantomas, 36 quai des Orfèvres ou encore Camping. Mais Mylène n'est pas qu'une actrice, c'est également une amoureuse des animaux. Et pour les animaux de la 8, elle nous ouvre ses portes pour nous présenter ses fidèles compagnons. Tu es trop mignon, toi. Viens, va à la maison. Bonjour Élodie. Bonjour Mylène, regardez qui j'ai trouvé. Ouais, ça c'est Fifi. Il peut rentrer lui? Oui. Bon alors Mylène, moi j'ai trouvé Fifi, mais vous avez d'autres chats ici, vous en avez combien à peu près? Alors, il y a Fifi, que vous avez vu, il y a Dora, il y a Douce, il y a Pacha, il y a Neige,
il y a Gaston, il y a Boulette. Oh, dis donc. Et il y a Angelo. Donc 8 chats. Il y a 8 chats. Ils cohabitent bien tous ensemble ici, pas de problème? Il y a quelques castagnes de temps en temps pour des problèmes de territoire ou des problèmes de je suis le maître, n'est-ce pas? Mais c'est comme dans la vie, quoi. C'est comme Douce, parce que Douce, elle vous suit partout, non? Ouais. Lorsque vous vous déplacez pour les tournages. C'est celle que j'emmène parce qu'elle adore être seule avec moi. Alors Mylène, vous avez écrit un livre qui s'appelle Animalement Vôtre, et à l'intérieur de ce livre, on y découvre votre vie, votre parcours, et la compagnie aussi des mangoustes. Donc c'est une passion pour vous, les mangoustes? Alors, ça c'est une intense passion. Nous en avons eu 7 en 25 ans, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment passé une bonne partie avec vous, ouais, de votre vie. Mais si on récapitule les animaux que j'ai eus, avec Marc, on a eu des chouettes. On a eu un renard qui est arrivé apprivoisé, que j'ai gardé, que j'adorais. Après, on a eu les mangoustes. J'ai aussi élevé une petite buse. On a eu un lion. Ça, c'était pas très intelligent, mais on l'a quand même eu pendant 8 mois. Je crois que j'ai toujours été environnée d'animaux. Maintenant, je suis sage. Maintenant, je sais que les animaux sont mieux dans leur milieu naturel que apprivoisés par des humains, parce que c'est toujours une catastrophe à la fin du compte. Parce que tous vos animaux au quotidien, qu'est-ce qu'ils vous apportent? La sérénité, le plaisir d'avoir des compagnons. Je peux passer des heures à les observer. Ils sont d'une élégance, d'une grâce. Ça me fait un plaisir fou, quoi. Alors Mylène, il y a un autre endroit qui vous tient à cœur, c'est le refuge de l'Arche. Si on allait là-bas? Très bonne idée. En attendant qu'Élodie et Mylène arrivent au refuge de l'Arche, retournons auprès de Sandrine qui est toujours au Specific Zoo. Ici, les pensionnaires du parc sont tous plus étranges les uns que les autres. Et ceux que nous allons vous présenter avec Emmanuel sont en haut de l'échelle des animaux les plus étonnants. Alors Emmanuel, nous nous trouvons avec les tatous. Oui, nous sommes avec 3 tatous, 3 espèces de tatous différents. Très bizarre comme animal. Très bizarre, c'est une sorte de char d'assaut du règne animal. Alors, c'est bien un mammifère, donc c'est un animal qui allaite ses petits. Il a une sorte de carapace sur le dos. Qui a l'air dure, Elle est dure, mais elle est en même temps flexible. Ce sont des animaux un peu préhistoriques. Il est vrai qu'à la préhistoire, il y avait des tatous gigantesques qu'on appelait les glyptodons et qui pesaient jusqu'à 1 tonne. Wow. De nos jours, le plus grand tatou, c'est le tatou géant qu'on peut rencontrer en Guyane, qui est en voie de disparition. Il pèse combien de kilos, lui? Entre 30 et 40 kilos. Et là, les tatous que nous avons, les plus gros font environ 8 kilos. Et le plus petit fait moins d'1 kilo, c'est le tatou à 3 bandes. Alors là, c'est ça, parce qu'avec nous, on a 3 espèces différentes de tatous. Donc on a le tatou à 3 bandes, à 6 bandes et le tatou velu. Exactement. Alors s'ils viennent vers nous... Alors là, c'est le 6 bandes. Celui-ci, c'est le 6 bandes, qui en fait a plus de 6 bandes. Et donc, il est très gros. Il est puissant et il a tendance diurne. Il est quand même bien actif en journée. Vous pouvez le toucher. C'est quand même... Alors, vous voyez qu'il y a des parties flexibles. Étrange, et donc, s'il y a un danger, il va s'enterrer dans le sol et laisser uniquement sa cuirasse à la surface. On a pu voir qu'il avait de très très grandes griffes. Oui, il a des bonnes griffes. Il arrive quand même à... Il peut s'enterrer très rapidement dans le sol. Là, on voit le petit tatou à 3 bandes qui creuse. Ouais. Il a peut-être senti un petit insecte, puisque dans le substrat, de temps en temps, on met des larves ou des insectes. On peut l'attraper, celui-ci? Oui, on va l'attraper. Alors voilà, le tatou à 3 bandes. Il se met en boule, lui. Voilà, exactement. Vous voyez, hop, si je l'embête un petit peu, je vais l'embêter un petit peu, il se met complètement en boule. La queue vient se mettre près de la tête et il va fermer tout ça de façon à former une boule compacte. C'est son moyen de défense? C'est son moyen de défense. Alors là, c'est pour le coup, c'est quand même bien dur. Ah oui, par rapport à l'autre, oui. Donc, effectivement, bon, là, il n'est pas vraiment extrêmement apeuré, donc il reste un petit peu entrouvert. Mais effectivement, son moyen de défense, avant tout, c'est de se mettre en boule. Et il est où le velu, alors? Alors, le velu, il est là-bas. J'espère qu'il va venir nous rendre visite. Alors, une petite particularité du tatou, donc on voit bien le ventre est très poilu, c'est pour ça qu'on les appelle tatous velus. Et on voit ici une petite marque, c'est les glandes. Donc, c'est pour marquer leur territoire? Ça sent un petit peu. Voilà, fort, donc ils marquent leur territoire. Ils vont se frotter contre les branches ou dans leur terrier pour laisser leur odeur. Et ça, ils le font tous? Ils ont tous les glandes? Alors, sur les tatous à 3 bandes, c'est nettement moins marqué, mais sur les velus et les 6 bandes, effectivement, ils marquent. Et les 6 bandes ont une odeur particulièrement forte. Allez, maintenant, je vous propose de découvrir notre reportage. La reproduction chez les animaux a toujours fasciné les scientifiques. Le Palais de la Découverte y consacre une exposition ludique et décalée. Je vous propose Bête de sexe, regardez.
Tout droit venu du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, l'exposition Bêtes de sexe est maintenant dans notre capitale. Elle présente différentes techniques de séduction et de reproduction dans le monde animal et végétal. La ligne directrice de l'exposition, c'est cette découverte au fil de l'évolution, comment les animaux ont mis en place diverses stratégies pour séduire et pour se reproduire. Dans la nature, les mâles doivent user de leur charme et adopter différentes stratégies de séduction pour convoiter leurs femelles. La recherche du partenaire sexuel demande du travail. On sait que les oiseaux arborent des plumes grandes, très colorées, etc., ou font des danses, que beaucoup d'animaux chantent, par exemple, pour séduire les femelles. Dans d'autres espèces animales, en fait, les mâles vont se battre pour s'approprier les femelles. Chez certaines espèces, après la naissance des petits, les pères contribuent eux aussi à la vie de famille, en garantissant ainsi la pérennité de leur foyer. Il y a pas mal d'exemples chez les animaux où les deux parents vont s'occuper des petits. C'est le cas par exemple des albatros. Le petit, une fois qu'il est né, eh bien, ça demande du temps, de l'énergie. C'est un poussin qui est gros, il faut lui donner beaucoup à manger, donc ils ne sont pas trop de deux en fait. Élaborée par des biologistes et des experts du comportement animal, cette exposition fascinante consacrée aux plus de 10 ans aborde la reproduction des animaux de façon étonnante. La sexualité existe depuis environ 1 milliard d'années et nous n'avons pas fini d'en apprendre. Maintenant, direction le refuge de l'Arche à Château-Gontier où Élodie et Mylène vont rencontrer Christian, le fondateur de ce havre de paix pour animaux. Le refuge de l'Arche a vu le jour en 1980. Il accueille des animaux trouvés, blessés, malades ou encore devenus trop encombrants pour leurs propriétaires. Après un passé douloureux, ils peuvent de nouveau se reconstruire, n'est-ce pas Mylène? C'est absolument vrai, c'est très bien dit. C'est tout à fait ça. Alors si on allait rejoindre le fondateur du parc, le Christian, fondateur, le patriarche, le vieux lion. Qui est déjà en très bonne compagnie. Ouais. Hein. Bonjour Christian. Wow, quel accueil. Alors Mylène, vous êtes présidente de l'association CEPAN, qui consiste en quoi Christian? Écoutez, depuis le départ, le but du refuge, il a été créé pour ça, c'est de prendre en charge des animaux qui sont devenus encombrants pour leurs propriétaires ou qui rencontrent des difficultés. C'est pour ça qu'on a 2 grandes catégories d'animaux chez nous. On a les animaux qui proviennent de chez des particuliers, soit qui nous les amènent, ou soit parce que les animaux ont été saisis chez eux et nous sont confiés. La deuxième catégorie de nos animaux sont les animaux sauvages de la faune locale qui sont trouvés en perdition dans la nature, souvent blessés, oui, qu'on répare et qu'on relâche systématiquement dans la nature. Comment vous faites pour nourrir tous ces animaux? Quelles sont vos aides? Alors, les aides, il n'y en a pas beaucoup, on se débrouille surtout par nous-mêmes. C'est pour ça que vous avez des personnalités comme Mylène de Bonjou qui sont d'un appui énorme. Ils nous permettent d'utiliser leur image qui, au niveau médiatique, oui, est important parce que le public est très sensible au fait que des gens connus soient impliqués dans la vie de notre association. Alors, on va voir votre chouchoute maintenant? Allez, on va voir Martha. On va voir Martha. Mylène, ça coule, attention, ça coule. Oh, le miel qui coule. Que je vous viens, explique. Martha, viens. Mylène a préparé un petit peu de miel sur du pain d'épices. Et donc, elle va lui lancer. Voilà. Donc, Martha est là, juste en dessous. On la voit pas, regarde, on la voit pas encore. Voilà, ma fille. Hop. Tu donnes, Christian, ouais. Christian, on a vu Martha, là, avec le pain d'épices et le miel. Elle en raffole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son histoire? Martha est née aux eaux de Vincennes avec un frère jumeau et ils ont été offerts tous les deux à un parc animalier de Poitiers. Le mâle est mort l'année dernière au mois d'avril et Martha est donc restée toute seule et les gens se sont émus un petit peu par rapport à sa situation parce qu'ils pensaient qu'elle déprimait et qu'il fallait lui trouver un lieu d'accueil et donc les responsables du parc nous ont demandé si on pouvait l'accueillir. Ça fait combien de temps qu'elle est arrivée, Martha? Alors, Martha est arrivée le 28 juin. Ouais. Il y a 1 an. Et vous, Mylène, vous avez tenu à faire ce voyage avec Christian? Ah bah oui. Oui, d'ailleurs, Mylène... Pourquoi vous avez voulu tant être là? Parce que ça me passionnait. C'est parce que c'était une joie pour moi d'aller chercher cet animal et de le ramener. Bon, bah, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt. À très bientôt, oui, absolument. Quittons Château-Gontier et allons à Spey voir où en est Sandrine. Avec Emmanuel,
intéresser au lièvre sauteur. Rongeur originaire d'Afrique, il est très difficile à observer parce qu'il vit la nuit. N'est-ce pas, Emmanuel? Oui, c'est un animal nocturne, on ne le voit jamais sortir en journée. Il vit où exactement en Afrique? Alors, en fait, on les rencontre dans différentes régions de savane, notamment en Afrique du Sud. C'est pour ça qu'on l'appelle le lièvre sauteur du Cap, puisqu'on le rencontre dans la région du Cap, mais pas uniquement, puisqu'il y en a aussi en Tanzanie, en Afrique de l'Est. Et c'est quand même une espèce vraiment inféodée aux savanes, aux zones semi-désertiques. Ils ont une technique très particulière pour manger, hein. Oui, alors les pattes avant sont très petites, donc ils tiennent la nourriture entre leurs pattes avant. Et certains observateurs, lorsqu'ils les ont vus pour la première fois dans la nature, pensaient qu'en fait, ils n'avaient pas de pattes. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils n'en ont pas. Voilà, c'est caché un petit peu dans la fourrure. Autre particularité, des grands yeux globuleux qui permettent de capter le peu de lumière qu'il y a la nuit. Oui. Et également des grandes oreilles qui leur a valu ce nom. Pour bien entendre. Voilà, pour mieux vous entendre, mes enfants. Hein, mais ces oreilles qui sont directionnelles leur permettent d'entendre les sons d'un éventuel prédateur qui pourrait s'approcher, puisqu'ils sont quand même souvent chassés par exemple, des panthères ou divers carnivores. Ils mangent des graines, de la salade, des pommes. Alors ce sont des herbivores, donc dans la nature, ils vont manger toutes sortes de végétaux, de l'herbe, etc. Et des graines également, effectivement, des graminées. C'est une espèce qui ne boit pas d'eau, qui va capter l'eau dans la nourriture qu'elle consomme. Voilà. Alors ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'ils en ont mis partout. La salade, les pommes de côté. Et les graines, en revanche, ils adorent ça. Hein. Oui, oui. Les graines en premier, parce que c'est plus riche en énergie. Donc beaucoup d'animaux font ça. Ils mangent d'abord ce qui est plus énergétique. Et ensuite, ce qui est le moins riche. Pourquoi? Si jamais ils sont interrompus dans leur repas, poursuivis, ils ont déjà fait un petit peu de réserve. C'est pas grave s'ils laissent le reste. Ils sont mi-lapins, mi-kangourous un peu, hein, quand on les regarde comme ça. Oui, au niveau de l'aspect, c'est un animal assez surprenant, effectivement, mais c'est bien un rongeur qui fait partie d'un groupe à part, et c'est la seule espèce de ce genre. Finalement, comme ils sont sur deux pattes quand ils avancent, leur queue leur sert d'appui? Non, elle ne sert pas d'appui, mais elle va servir de balancier. C'est-à-dire quand ils sont à la course, la queue est quasiment à la verticale et donc le centre de gravité est baissé vers l'avant. Bien, merci beaucoup Emmanuel de nous avoir présenté tous ces animaux très surprenants. Mais de rien Sandrine. À bientôt. À bientôt. Et bien voilà, notre émission dans la Sarthe touche à sa fin. On espère que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site internet des8.tv. Allez, nous on repart pour de nouvelles aventures sur les animaux de la 8. Bye bye. Allez, viens. Je peux le toucher là? En journée, vous pouvez le toucher. Attention, c'est un garçon. Ah oui. D'accord. Tu vas, c'est parti. On va faire du canet corso, Et voilà notre invité surprise.